On est mieux que la SNCF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence rencontre avec Franz Confiac. On applaudit quand même. Et Jean-Pierre Michael. Bonjour. Merci d'être là. Alors au début, on va discuter entre nous et puis après, à tout moment, vous pouvez poser des questions, mais ça sera à tout moment plutôt vers la fin quand même. Voilà. Donc, merci d'être là. Donc déjà, pour vous, je ne sais pas lequel va partir en premier, mais ça a commencé quand? Parce que déjà, la comédie, c'est arrivé comment? Comment être acteur, c'était depuis l'enfance? Vouloir jouer? Ou c'est arrivé plutôt à l'adolescence? Je ne sais pas, lequel se lance? Moi, c'est une histoire de famille puisque mon père était déjà comédien et comme un boulanger pense à faire à boulangerie plus tard, je me suis dit il va peut-être falloir que j'essaye de faire comme mon père, aussi bête que ça soit. Et donc une fois le bac en poche, parce que c'était un impératif, Ah, de la famille là. de la famille, j'ai commencé à prendre des cours, même si mon père ne voulait pas. Et donc je l'ai fait derrière son dos en même temps que je faisais la fac. Le boulanger ne voulait pas que le fils fasse Le boulangerie. boulanger avait compris que le pain était déjà un peu pourri et que ça servait à rien de continuer. Et il m'a donc gentiment dit que non, il valait mieux penser à autre chose que de la boulangerie. Et que la compta, c'était mieux ou ce genre de truc. Ok. Donc voilà, j'ai commencé comme ça et derrière son dos et j'ai finalement eu raison. Pour l'instant, ça va. Et lui, finalement, ça va et après, il a accepté ou Il n'a jamais vraiment accepté, non. Ah ouais? Ah ouais. Alors, Mireille Dumas maintenant. Pardon. Donc, Alors, bas les masques. Et toi, Franz? Bah, moi, c'était dans l'enfance. En fait, c'est venu dans l'enfance quand je regardais certains films. plus près, Franz, on ne t'entend pas. C'est vrai, à ce point-là? Ouais. D'accord. Donc, ça a commencé dans l'enfance. Bonjour. Ça a commencé dans l'enfance. Et quand j'étais gamin, j'étais très télé. Et je comprenais pas certains comédiens, comment ils étaient doublés. J'avais compris, on m'avait expliqué ce qu'était le doublage. Et je comprenais pas pourquoi certains comédiens étaient doublés de certaines façons. Donc je me suis dit, un jour, je serai comédien et je ferai du doublage pour rendre hommage à ces gens qui parlent normalement et que je ferai parler normalement. Voilà. Ah ouais. Et ça m'est resté. Et dès que j'en ai eu l'occasion, après le bac, après d'autres études, mes parents étaient comme les siens, pas trop fans non plus. Ouais. Mais voilà, En je plus, me suis c'est battu très pour ce que précis j'aimais. le doublage. C'est-à-dire Voilà. qu'en plus, il faut que les parents comprennent Voilà. ce que c'est. Et eux, ils voyaient pas très bien. Bah ouais. Moi, j'avais très vite compris, mais eux ne voyaient pas. Donc je me suis dit, je vais devenir comédien et je ferai du doublage. Donc je suis devenu comédien et je fais du doublage. Ok. On vous connaît beaucoup pour les grands comédiens que vous doublez. Donc toi, c'est Idris Alba, et toi, c'est Brad Pitt, mais pas que. Il y a aussi Keanu Reeves. D'ailleurs, lequel tu préfères entre Brad Pitt et Keanu Reeves? Au niveau du doublage, en général, Brad Pitt joue plus de choses que Keanu Reeves. Parce que c'est vrai que sur un John Wick, il a 10 phrases. Donc, Ouais. je m'éclate un peu plus avec Brad Pitt. Ok. Donc, vous, là, on vous reçoit parce que vous avez fait du jeu vidéo aussi. Là, c'est le Week-end Cyberpunk. Est-ce que c'est différent pour vous de doubler des acteurs de cinéma ou des personnages en 3D? Il y a une grosse différence? Mais si encore il y avait de la 3D, mais pour nous, il n'y a absolument rien quand on travaille dessus. Que dalle? Ben non, ils sont en train de faire le jeu en même temps que nous, on fait les voix. Ah ouais. C'est-à-dire que les acteurs américains, entre autres, là, c'était Keanu Reeves pour moi et je ne sais pas qui pour toi, mais C'est le bas. eux, ils enregistrent avant même de faire le jeu les voix et ensuite ils font le jeu sur les voix. D'accord, ok. Donc tout le jeu de un tel et un tel est déjà fait, mais uniquement audio. Donc vous écoutez la voix américaine? Voilà, on nous donne juste la voix américaine et on retranscrit juste après en français ce qui a été fait. Mais on n'a aucun support d'image ou de... Vous savez même pas à quoi ressemble votre personnage? Non? Sur certaines cinématiques, on a eu. Ouais. Oui, il y avait eu le lancement au show Oui. Game Machin où on avait vu 2 images de lui en train de dire on a une ville à brûler, samouraï, un truc comme ça. Mais c'est tout. Ok. Bah, alors, pour revenir sur votre carrière,
Vous avez commencé, toi tu as commencé au théâtre, c'est ça? Oui. Et toi? Pareil. Pareil? Vous avez, c'était quoi les premières pièces que vous avez fait Professionnellement, moi, la première pièce que j'ai jouée, c'était Don Juan, avec Francis Huster, Jacques Weber et Fanny Ardant. Parce que tu es de la comédie française. Après, je suis rentré à la Comédie Française. Après, d'accord, ok. Ça, c'était juste parce que j'étais en cours au cours Florent et Huster était un de mes profs. Ok. Et donc, il faisait souvent participer ses élèves à ces spectacles. Et j'ai eu cette chance à 18 ans, rentrer sur scène avec lui et ces grands comédiens-là. C'est fou. Ouais. C'est fou. Et toi, le théâtre? Je n'ai pas eu la chance de croiser Monsieur Huster, Monsieur Francis Huster, et je ne suis pas à la Comédie Française, mais j'ai commencé le théâtre vers 14-15 ans. Ok. Et j'étais en Guadeloupe à l'époque. Ouais. Mes parents m'avaient rapatrié là-bas, donc j'ai commencé le théâtre là-bas. Et puis j'ai fait plein d'autres choses, mais j'ai interrompu un petit peu cette partie de ma vie et j'y suis revenu lorsque j'avais une vingtaine d'années. Ok. Voilà, j'ai repris le théâtre. Et puis ensuite, j'ai encore eu une période autre chose, parce que j'avais envie de faire 1000 choses. Et je suis revenu définitivement vers 30-35 ans. Ah ouais. Ah, il y a eu un gap. Il y a eu un gros délai. Ouais. Ouais. Et comment arriver le doublage dans votre vie? C'est justement cette envie d'enfant. Ouais. C'est ce rêve de gosse et cette incompréhension aussi. Et je me disais, mais il faut vraiment que je fasse du théâtre. Le cinéma m'intéressait pas trop. La formule cinéma m'intéressait pas parce que je suis un peu timide. Ouais. Je l'étais encore plus avant. Et je me disais, c'est une bonne façon, justement, c'est un bon compromis entre le métier d'acteur et rester un peu planqué. Ouais, bien sûr. C'était parfait. Et c'est quoi ton premier doublage? Oh là là, c'est... Alors, ce film, mon premier gros doublage, c'était Galaxy Quest. Ah oui. Et puis, il y a eu Gladiator. Okay. Et puis des petits personnages sur des séries, New York 911, des choses comme ça. Oui, d'accord, ok. Petit à petit. Des gens qui meurent. Voilà. Voilà. Et toi? Et moi, j'étais... enfant, j'ai toujours été fasciné par les voix. À mon avis, de la même façon que Franz, en regardant les séries, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, il n'y avait que la télé, et on regardait des séries américaines avec des voix qui me faisaient rêver, parce que les séries me faisaient rêver. Et j'ai toujours été fasciné par ça, et je me disais, mais ces acteurs, pourquoi on ne les a pas en France? Ils sont trop bons, quoi. Et alors, en fait, c'était des acteurs français, mais que personne ne connaissait. Ah oui, d'accord, ouais. Et Internet n'existant pas, aujourd'hui, on peut avoir accès aux acteurs, de savoir qui fait quoi. Bien sûr. C'était impossible. Et donc voilà, ça m'a toujours fasciné. Et ensuite, une fois que j'étais professionnel, donc j'étais à la Comédie Française, et on m'a appelé un jour pour passer des essais sur un film ou sur un personnage. C'était même pas pour un film précis, donc j'y suis allé. Je n'ai eu absolument aucune nouvelle après pendant 6 mois. Je me suis dit, bon, ça va pas être trop pour moi ce truc-là, ils n'ont pas dû apprécier ce que j'ai fait. Et puis on m'a rappelé pour un petit rôle qui finalement était un rôle secondaire mais intéressant, et c'était dans La Mutante. Oui. Un des films qui aujourd'hui reste un truc un peu culte, et où j'ai doublé un personnage intéressant. Et voilà. Et dans ce studio-là, qui était le studio Marcadet, je ne sais pas si tu as connu, avec Gérard Cohen et Martine Cohen, ils m'ont ensuite proposé, parce qu'ils ont trouvé que c'était bien ce que je faisais, d'autres personnages, et ça s'est enchaîné comme ça à partir de là. Ok. Et du coup, Brad Pitt est arrivé quand dans ta vie? Parce que... Juste là. Ah ouais. Genre un mois après, ils m'ont dit, bah écoute, on a un film avec un jeune comédien qui n'était pas la star qu'il est aujourd'hui. C'était lequel? Parce que pour moi, le premier rôle de Brad Pitt dans mes souvenirs, c'est dans True Romance. Mais je pense pas, parce que là, il avait vraiment un tout... Il a eu 15 voix avant moi. Ouais. Et moi, c'était Ennemi rapproché avec Harrison Ford, le premier dans lequel je l'ai fait. Et donc, ils m'ont fait passer des essais. Le client a validé pour ce film-là. Et je me suis retrouvé avec Richard Darbois, qui jouait Harrison Ford, qui doublait Harrison Ford. Et c'était la première fois qu'enfin, je pouvais mettre un visage sur une voix qui avait bercé mon enfance, Richard, donc. Bien sûr. Et j'ai passé une semaine avec lui à travailler sur ce film. Donc, c'était une superbe expérience. Et ça s'est enchaîné plus ou moins à partir de là. Et toi, Idriss, quand est-il arrivé dans ta vie? Idriss, la première fois, parce que j'ai passé des essais sur Luther, que je n'ai pas eu. Ouais, c'est bête. C'était ballot, mais on s'est retrouvés sur un autre projet.
Et puis depuis, ils ont trouvé que ma voix était intéressante et lui collait bien. Et depuis, j'ai la chance de le faire sur pas mal de films. Donc, Et alors, question que je vous pose, que je me pose réellement, c'est comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un contrat qui vous lie à la voix de cet acteur? Est-ce que c'est juste parce que les gens se sont habitués à votre voix? Ou alors ils sont obligés de faire appel à vous? Dès qu'il y a un film avec Idriss ou avec Brad Pitt, ils sont obligés de vous appeler? Non, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucun contrat. D'ailleurs, il y a des films que je n'ai pas fait avec Brad Pitt, quelques-uns. Sauf que depuis l'arrivée d'Internet, les gens se sont aperçus que ça comptait pour le public. Et que donc ça devenait plus compliqué de remplacer une voix d'un acteur parce que les gens s'y attachent. Et du jour où tout d'un coup ça n'est plus la même voix, il y a quelque chose qui les perturbe. Et ils ne sont plus dans la même empathie par rapport au film, au personnage. Et maintenant ils le font savoir. Oui. Et fort. Et donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais à l'époque, un personnage pouvait changer, avoir 40 voix sans problème. Ah, c'est dingue. J'aurais cru quand même qu'il y a un truc qui vous lie. Et vous avez rencontré certains comédiens que vous doublez? Alors moi, je l'ai vu, Brad Pitt, à 5 mètres de moi, derrière une foule d'hommes de main qui m'ont dit « Non, vous, dégagez, autre chose à foutre. » Mais je suis sa voix. Pas du tout, pas du tout, monsieur. C'est ça, et moi, je suis le fils de la concierge. Allez, au revoir. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un comédien que j'incarne assez souvent, qui s'appelle Michael Beach. Qui était sur Les 100, la série Les 100. Tout à fait. Voilà. Donc, je l'ai rencontré, c'était un vrai plaisir. On a eu une bonne demi-heure d'échange. C'est un homme charmant et c'était un bonheur parce que c'était mon premier récurrent de doublage. C'était sur la série New York 911. Et on s'attache. Voilà. On s'attache. Donc, c'était ça. Et juste vraiment une question vraiment comme ça, c'est de fanboy, mais vous êtes content d'avoir doublé votre comédien dans quel film? Quel est le film qui pour vous... genre Fight Club peut-être? Alors justement, Fight Club, c'est pas moi. Ah ouais? Non, ça fait partie, c'était au début justement, et on m'a demandé, j'ai fait la bande-annonce. De Fight Club? De Fight Club, donc qui est passé partout. Et au moment d'enregistrement, on m'a dit, bon non, ça ne sera pas toi. Mais non. Oui. Donc c'est un des films que je n'ai pas fait. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Le Mexicain. Pareil, j'ai fait la bande-annonce et après on m'a remplacé. Donc au bout d'un moment, j'ai dit je ne fais plus de bande-annonce. Je ne fais une bande-annonce que si j'ai le contrat tout de suite pour la suite. Parce qu'il se foutait un peu de ma gueule au bout d'un moment. C'est vraiment... J'ai dit il y a des limites quand même. C'est vraiment pas cool. Ouais. Non. Et donc ils vendaient le truc avec ma voix et ils prenaient quelqu'un d'autre. J'ai pas bien compris le système. Et du coup, le film que tu as doublé avec peut-être Brad Pitt ou Keanu Reeves ou un autre... C'est très compliqué de répondre à cette question parce que quand les mecs ont une filmographie comme ça, savoir quel est le plus intéressant entre Snatch, Benjamin Button... En termes de jeu pour Brad Pitt, probablement Benjamin Button. Ah ouais. Oui. Ah oui, parce qu'il y a l'âge, il y a le truc de voix. Il a une telle palette dedans, à tous les âges, dans toutes les émotions possibles, de la vie, des échanges. Ouais. C'est hyper intéressant. Un vrai bonheur d'acteur. Ouais. Très technique. Ouais. C'est très technique, et puis il y a énormément de voix off où il raconte beaucoup la vie, de ce qui se passe, de l'émotion. Donc il y a un vrai travail d'émotion à faire dessus. Donc pour lui, ça serait plutôt ce film-là. Okay. Et pour toi? Moi, ça a été, comme dit Jean-Pierre, c'est difficile de répondre à cette question, mais un des rôles qui m'a vraiment marqué, c'est Djimon Hounsou sur Gladiator. Ouais. Parce qu'il y avait un challenge. Il fallait qu'on sente que c'était un étranger, mais sans aucun accent. Et puis, sa sensibilité, malgré les conditions difficiles qu'il avait, ça me touchait. Ça correspondait bien à mon énergie, en plus à l'époque. Et c'est quelqu'un qui a aussi une palette de jeux assez intéressante quand on lui confie les bons rôles, bien évidemment, quand il est bien dirigé. Et puis, Idriss Elba aussi, c'est une rencontre. Ça fait partie des deux personnages qui me tiennent beaucoup à cœur, en fait. Ok. Et ben justement, on parle de Benjamin Button, du fait d'un personnage qui vieillit, mais ça c'est dans un film. Mais là, vous suivez des comédiens sur leur carrière, et ces comédiens vieillissent. Et du coup, est-ce que vous modifiez votre voix? Est-ce que vous changez des choses pour coller avec le... Alors, je vais vous faire une révélation, mais il ne faut surtout pas le dire. Je vieillis aussi. Non. Voilà. Ah. Donc, il vieillit et moi aussi. Et en fait, c'est pareil. Ça colle. Il n'y a rien de plus à faire. J'ai pas la même voix que quand on avait 25 ans chacun. Ouais.
et lui non plus. Et ça change et ça se mûrit et on le sent à travers. Donc Ok. voilà, ça se fait naturellement. Même réponse, je suppose. Bien sûr. Ok. Et donc, du coup, revenons à Cyberpunk. Comment vous êtes. Déjà, est-ce que c'était votre premier jeu vidéo? Toi, non, parce que tu as fait Overwatch avant. C'était ton premier jeu vidéo? Non, j'en ai fait beaucoup. Un des gros que j'avais fait avant, c'était Watch Dogs Ouais. avec Eden Pierce. Et j'en ai fait beaucoup depuis que j'ai commencé ce métier. J'en ai fait. C'est pas quelque chose que je fais toute l'année, mais j'en fais assez régulièrement. Et c'est intéressant pour vous de doubler sans savoir, parce que vous l'avez dit plus tôt, vous connaissez quasiment rien. C'est quand même intéressant. Vous trouvez quelque chose là-dedans Le jeu vidéo est un exercice très différent. Parce que c'est l'équivalent de 15 à 20 films. Ouais. Il y a toutes les options possibles, surtout vous. de plus en plus aujourd'hui où on multiplie les options. Et donc c'est extrêmement long, fastidieux. On est concentré dans une petite pièce avec un casque sur les oreilles. Donc c'est assez épuisant toute la journée. Vous avez les 15 options. Ah, j'ai ouvert la porte. Ah, j'ai fermé la porte. Ah, je me demande si je vais ouvrir la porte. Ah, je me demande si je vais bien la fermer. Et tu as tous les trucs à faire. Donc c'est pas passionnant, c'est très laborieux, c'est très fatigant. Et on n'a pas le plaisir de savoir exactement ce qu'on fait ou le résultat que ça va avoir. Et toi C'est un petit peu différent parce que moi, c'était Idris Elba Ouais. sur Cyberpunk. Et j'ai eu la chance, moi, d'avoir quelques cinématiques. J'ai eu pas mal de cinématiques sur ce jeu-là, puisque c'était l'extension. Donc ça a été intéressant de le voir dans un autre registre. Mais comme dit Jean-Pierre, c'est vrai que c'est un exercice fatigant. Ouais. Parce que tu as un écran, c'est pas très vivant finalement, et tu n'as que le témoignage de la voix américaine, dont les intentions ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc il faut faire un autre travail, mais c'est vrai que c'est épuisant. On est beaucoup sur notre imaginaire à nous pour essayer de projeter Voilà, tout à ce fait. que ça peut être ou ce que ça peut représenter pour le joueur. C'est un peu faire GPS comme métier, quoi. Ouais. À droite, à gauche, tout ça. Non, on a quand même des DA qui nous guident parce Ouais. qu'eux connaissent le contexte. Ils ont essayent- plus testé Ils le essaient de jeu, nous donner etc. le contexte du jeu, Ouais. qu'on puisse ensuite jouer, mais c'est vrai que c'est pas évident, même pour eux, c'est pas évident de tout suivre parce que les répliques ne se répondent pas, ne s'enchaînent pas. Enfin, c'est compliqué, mais bon. on se Le trouve quand contexte, même. c'est un vrai travail, quoi. Je suppose que vous voyez les films que vous doublez. En Non. tout cas, non? Ah non? Non. 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 Non? Fut une époque où on pouvait avoir quelquefois des projections privées en amont pour voir les films. Mais aujourd'hui, ils ne sont jamais finis. Ok. Avant, il y avait une différence entre la sortie française et la sortie américaine. Il y avait de 3 à 6 mois, donc Ouais, le ouais. film était déjà prêt. Aujourd'hui, c'est au cul du camion et tout sort partout mondialement. Quelquefois même avant en France que de la sortie aux États-Unis. Donc non, on ne voit pas les films. Ils sont rarement finis même au moment où on les double Ok. pour que ça soit prêt le jour. Au moins, vous avez l'image quand vous doublez, quoi. Même pas. Pas toujours. Pas forcément, non. Mais non. Non, non, on n'a puis pas on a- toujours Et dit- la bande rythmo, vous avez une bande rythmo? Oui, on a une bande rythmo, mais les films aujourd'hui sont tellement protégés par l'anti-piratage et tout qu'en général, on a une copie noir et blanc délavée avec des logos, des machins dans tous les sens. Marvel. Ouais. Ok. Donc c'est très, ça devient compliqué par un moment. Ouais, Ok. ça travaille bien. Mais après, vous avez vu le produit fini, vous allez peut-être au cinéma, ou peut-être on vous envoie un DVD ou un truc comme ça. Non, Mais on nous non. envoie rien du tout. Non. Ah, c'est comme les gens qui sont animateurs sur Canal qui n'ont pas le décodeur. Voilà. C'est ça? Non, et on a de la carte de rien du tout non plus. Ok. Mais le jeu vidéo, est-ce que vous le testez? Est-ce que vous Non y plus. avez joué? Moi, j'ai joué avec un copain. Ouais. Donc voilà, mais j'étais gamer avant et puis maintenant j'ai vieilli. Mais c'est pas un peu un kiff d'entendre sa voix dans un jeu vidéo? Ça change quoi? C'est un produit qu'on n'imagine pas entendre sa voix dedans. Non, c'est intéressant quand on a la chance de le voir. Moi, c'est Overwatch, par exemple. Ouais. Ça a été un de mes jeux favoris et j'ai eu la chance de jouer. Mais je ne connais pas beaucoup des personnages, comme dit Jean-Pierre. Ok. Si tu joues pas, si tu n'es pas gamer, voilà, tu t'en rends pas compte. Tu sais pas ce que donne le produit fini. Ok. Grâce à YouTube, j'ai pu voir des gens qui jouaient. Et en plus, en accéléré et mieux que moi. Donc ça Oui. m'a permis de Oui, faire ça le vous jeu. permet de voir le Ah, truc. et puis Ouais. si ça m'emmerde, brrr, allez, en avant. Et donc là, j'ai pu entendre un peu le résultat final de ce qui se passe, les échanges, C'est marrant, vous allez sur Twitch pour savoir ce que vous avez fait. Ouais. Ouais. C'est rigolo. J'aurais pas cru. Et j'ai une question qui est
tout à l'heure, tu parlais des doublages dans le passé, on va dire, des séries. Moi, je pense par exemple, alors peut-être une vieille série, vous l'avez peut-être pas vous, mais Shérif, fais-moi peur. Vous voyez cette série? À l'époque, les doublages qu'on avait sur la 5 ou même sur TF1, dans, je veux dire quoi? Je veux dire MacGyver. Encore MacGyver, ça allait, mais l'agence Tourisque, on était sur des doublages, mais vraiment hyper poussés. C'était très gaguesque. C'était vraiment des voix. Aujourd'hui, ça a changé, ça a évolué. Est-ce que vous sentez que ça continue à évoluer? Je ne sais pas si ça évolue au niveau qualitatif. Il y a toujours des séries qui sont plus ou moins faites rapidement parce qu'il faut faire les choses vite. Et quand tu dis rapidement, souvent, tu dis avec moins de précautions, moins de préparation. Et donc, c'est compliqué à faire des produits ciselés, quoi. Et puis, heureusement, quelquefois, on a la chance de faire partie. Et depuis l'avènement des plateformes, souvent, c'est le cas, d'avoir des beaux produits, de belles séries. Et quand elles sont bien faites, on peut se régaler autant que sur un beau film, quoi. Ok. Je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, ok. cette façon de travailler trop rapide enlève un peu de plaisir. Je ne vais pas dire un peu de qualitatif, mais quand même, parce que tu fais un peu tout dans l'urgence. Et quand tu as la chance d'être sur un 35, où tu as un peu de temps pour travailler, parce que c'est ce qui nous manque le plus cruellement, tu prends beaucoup de plaisir à faire ce produit-là, parce que tu n'es pas à la course, quoi. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque de la 5, c'était une nouvelle chaîne qui arrivait. Il y a eu un flot de nouvelles séries qui a débarqué. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le nombre de studios qu'il y a aujourd'hui. Et donc, les gens travaillaient quasiment H24, même les comédiens en pleine nuit, pour enregistrer, pour essayer de produire et de doubler ces choses-là. Donc, ce qui fait qu'il y a eu des choses très approximatives, forcément, à ce moment-là. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries de la 5 étaient... ouais, et puis c'était quasiment toujours les mêmes voix parce que c'était tout fait. Il y avait moins de comédiens qu'aujourd'hui, moins de choix, moins de studios pour le faire et les choses étaient différentes. Moi, je n'en faisais pas encore à cette époque-là. Ouais. J'ai commencé 10-15 ans après, mais c'est vrai qu'on me raconte à chaque fois une période très, très particulière. Déjà, on le voit au Club Dorothée, déjà les dessins animés de l'époque, c'était 5 comédiens pour toute la série, quoi, en général, quoi. Ouais. Et question, alors aujourd'hui, vous prenez plaisir où le plus? En faisant du doublage, en faisant de la série télé, en faisant du théâtre, des choses comme ça? C'est quoi le kiff? C'est un peu tout? Le kiff, c'est un peu tout. Parce Ouais. qu'on a la chance, je pense, de pouvoir justement faire toutes ces choses-là. C'est un métier à multiples facettes. Et c'est comme une catharsis un peu. Donc c'est intéressant parce que, comme dit Jean-Pierre, tu as des comment dirais-je, des produits qui sont plus ennuyeux à travailler. Mais du coup, tu te venges avec des produits beaucoup plus intéressants sur lesquels tu travailles. Ouais, des séries, des films. Et puis de temps en temps, quelques jeux vidéo. Parce que l'humeur est sympa, l'humeur le permet. Mais c'est vrai qu'on est heureux d'un peu tout faire en fait. On est très chanceux de ça. Ok. Et moi, j'ai fait ce métier justement pour échapper à ce que j'imagine beaucoup d'entre vous font, c'est-à-dire un 9-18 dans un bureau, dans un truc et tout. Pour moi, ce n'était pas envisageable. Et j'ai eu cette chance de pouvoir choisir ce que je fais du coup, parce qu'on me propose plusieurs choses, et surtout de le diversifier. Doublage, tournage, théâtre, livre audio, pub, on a la chance de voix faire télé aussi, enfin off de télé. absolument. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on se trimballe toute l'année entre diverses options et moi c'est mon plaisir. Ne pas faire uniquement la même chose, ne pas être enfermé en studio tous les jours pour X ou Y produits, etc. etc. Et depuis quelques années aussi, il y a quelque chose qui a changé, c'est les conventions, là où on est aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'avant, des gens qui faisaient du doublage, on ne les voyait pas dans les conventions. Et ça, je dirais, 10 ans peut-être, ça a explosé complètement. Oui. Il faut pas oublier que le doublage, moi quand j'étais enfant, était quelque chose de limite honteux pour un comédien. Le comédien, officiellement, il devait être au théâtre, ça c'était noble, éventuellement tourner, c'était bien, mais le doublage, personne ne disait qu'ils faisaient du doublage. Ils allaient dans des caves en banlieue pour doubler des trucs, et le soir, ils allaient au théâtre. Ça, c'était la norme. Et depuis les années 2000, et l'avènement d'Internet, et donc l'intérêt que vous avez tous pour notre métier, le doublage est passé sur le devant de la scène.
Et aujourd'hui, tous les comédiens rêvent de faire du doublage. Alors qu'avant, non, doublage, ça va. Mais- Moi, et je ça- suis au théâtre, moi. Et ça, c'est fou parce que toi, Ouais. tu dis que dès l'enfance, tu voulais faire du doublage, alors que je pense que même plein de gens ne se doutaient même pas que ça existait. Moi, C'est bizarre. j'étais très curieux, j'étais comme Jean-Pierre, les voix m'interpellaient. Mon père était chanteur. Donc je pense que ça m'a sensibilisé à ça. Et l'écoute des voix, l'énergie des différentes voix m'intriguait beaucoup. Et donc j'ai toujours eu envie justement d'être à la place de ces gens-là parce que je trouvais que c'était intéressant d'être le matin un policier Ouais. intègre et l'après-midi d'être une pourriture de méchants, de bad guys. Voilà, donc cette incarnation, cette capacité d'incarner, c'est ça qui m'intéressait. Ok, très bien. Bon, est-ce que vous avez des questions, vous, dans la salle? Oui, alors oui, quelqu'un a levé la main. Alors je ne sais pas si on a des micros pour faire passer. Non, bah, je vais le faire. Je vais y aller. Merci d'être venu nous voir et nous retrouver, en tout cas. C'est Merci beaucoup. extrêmement plaisant de vous voir si nombreux. Pour l'énergie, ça fait du bien. Alors, c'est toi? Ouais. Hop. Comment tu t'appelles? Aïcha, vas-y, pose ta question. Gentlemen, enchantée. Bonjour. Référence à la princesse Bonjour. à la grenouille. Alors, la princesse à la grenouille vient de fêter son 15e anniversaire. Et comme vous avez fait Docteur Facilier dans Once Upon a Time et la princesse à la grenouille, je voulais savoir combien de temps que ça avait pris pour avoir répété la chanson. Alors, on n'a pas la chance d'avoir le temps de répéter la chanson. On la travaille un petit peu comme pour le doublage. On vient en studio. Par contre, ce sont des séances chant qui sont à part du doublage, qui sont réservées à ça. Mais on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour travailler la chanson. Donc, vous devez avoir une bonne oreille, être un petit peu musicien aussi pour comprendre les notes. Mais on n'a pas eu, j'ai eu pour faire ce film, en plus malade, donc j'ai eu 3 jours, je pense, 3 jours pour pouvoir, et je l'ai découverte, la chanson, en la faisant. Je n'ai pas eu le texte avant, donc j'ai pas eu la chance de l'apprendre parce que c'est protégé. Donc on ne vous livre pas les chansons comme ça, vous les découvrez quand vous êtes en studio. Voilà, donc j'ai découvert au fur et à mesure avec monsieur Costa, monsieur Georges Costa, qui est un grand monsieur de ce métier et qui s'occupe de la plupart des films Disney et des musiques et des chants Disney, et c'est lui qui m'a fait travailler pendant 3 jours. Et toi, Jean-Pierre, tu as déjà chanté dans un... J'en rêve. Et jamais. Jamais. C'est vrai que Brad Pitt n'a pas fait de comédie Non. musicale, ni Ken Yuri, non. Ah ouais. Mais on est d'accord que, enfin, c'est écrit que vous savez chanter ou alors vous vous retrouvez dans un rôle en fait et d'un seul coup on vous dit ah au fait c'est chanter et vous faites. En général, on nous le demande. Si Ok. il y a une chanson à faire, est-ce que tu te sens de le faire Ok. Et puis il teste. Et puis si vous voyez sur l'écran que c'est plus vous, vous avez compris. Ah ça vous arrive de. Moi, ça m'est jamais arrivé parce qu'on Change m'a jamais après. demandé, malheureusement. Ok. Moi, ça m'est pas arrivé non plus. J'ai pas Non. eu ce déplaisir. C'est bon. Ok. Est-ce que quelqu'un a une question? Quelqu'un d'autre a une question? Oui. Bon attendez j'arrive. On va commencer là. Vas-y. Bonjour. Bonjour. J'aimerais vous poser une question à propos de Cyberpunk. Exactement, en fait, c'est 4 ans. Et j'aimerais vous savoir si vous avez aimé l'univers avant d'arriver pour le casting. Est-ce que vous avez déjà des informations à ce sujet avant de postuler pour le casting? Je ne le connaissais absolument pas. J'en avais jamais entendu parler. Et je suis arrivé là-dessus parce que c'était Keanu Reeves qui participait au jeu. Et donc je l'ai découvert en même temps quand on m'a raconté un petit peu de quoi ça parlait. Donc c'était très... ça manquait complètement de consistance et de concret pour moi parce que ça ne me disait absolument rien. Ben, moi, en revanche, je connaissais un petit peu Cyberpunk. J'en avais entendu parler un peu avant. J'avais entendu les difficultés qu'il y avait eu par rapport à ce jeu. L'univers m'intéressait parce que moi, je suis très fiction depuis toujours. Et l'univers m'intéressait. Donc, quand on m'a appelé pour le faire, j'ai trouvé ça intéressant. Et je l'ai découvert, comme Jean-Pierre, véritablement le jeu en travaillant dessus. Et c'est vrai que c'était passionnant parce que l'univers en lui-même est passionnant. Il est parti, mon camarade. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Thibaut. Ok. Je m'appelle Thibaut. Et c'est un honneur de vous parler. Et j'aurais une question à monsieur Jean-Pierre Viquel.
Et la question, c'est est-ce que vous vous souvenez de l'anecdote autour de Paolo Seganti dans Largo Witch, où il avait appelé, il avait partagé la version française à ses parents. Voilà. Exact. C'est ce qu'on m'avait raconté. J'avais eu la chance de doubler un acteur italien dans Largo Winch et qui trouvait sa voix nulle, sa voix personnelle. Et pour montrer à ses parents le film dans lequel il tournait, il avait montré la version française avec ma voix. On dirait, c'est bien, hein. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on m'avait raconté. C'est dingue ce genre d'histoire. Ok, d'accord. Vous avez d'autres anecdotes de tournage comme ça, un petit peu de choses un peu rigolotes Ben, non, pas spécialement, mais Non. ça c'était Ça, quelque c'est chose cool. qui m'avait particulièrement Ouais, fait c'est plaisir. cool. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, plein de questions. J'arrive d'abord ici. Salut. Oula, c'est bizarre d'avoir la voix. Une agression, pas une question, c'est une agression. C'est pour Jean-Pierre du coup, pour la série The Boys. Oui. Comment c'est de doubler Billy Butcher? Est-ce que c'est un rôle qui t'a plu? Est-ce que c'est drôle de faire ça avec le casting? Alors, la série The Boys, tu es dessus aussi, France, non? Ouais. Une fois, oui. C'est quelque chose d'extrêmement jouissif pour nous comédiens parce que c'est une série qui n'a pas de limite et que pour une fois, on a des textes qui ne sont pas policés ou censurés et on peut se permettre d'avoir des gros mots sans fin à dire, des horreurs à montrer, des choses à faire. Donc en général, on se régale avec notre ami Benoît Dupac qui nous dirige et c'est un vrai kiff à faire. Super. Combien de temps ça vous a pris pour le doublage de Constantine? Oh là, Constantine, c'est pas d'aujourd'hui ça. Combien de temps, tu veux dire combien de jours d'enregistrement? Oui, c'est ça. En général, pour un rôle principal sur un film, tout dépend. Évidemment, si c'est John Wick, en une matinée, c'est fait, hein, parce qu'il a 10 phrases. Mais si c'est un gros rôle, ça peut prendre pour le rôle principal de 1 à 2 journées, 3 si vraiment il y a le temps et si il a beaucoup de textes. Mais à peu près, c'est ça. Et un film cinéma, en général, se double entre 1 semaine et 10 jours aujourd'hui. Ah ouais, quand À même. part 4 John Wick qui prennent 4 jours, quoi, du coup. Oui. Est-ce que quelqu'un... Ouais. Bonjour. J'étais Bonjour. pas là au début, Bonjour. du coup- oh là. J'étais pas là au début, du coup j'espère que vous n'avez pas déjà, vous en avez pas déjà parlé. Mais une question pour Jean-Pierre. Oui. Ça vous a fait quoi d'apprendre la première fois que vous alliez doubler Brad Pitt? Ça m'a fait extrêmement plaisir, mais surtout parce que j'aimais beaucoup ce comédien. Il est de ma génération et on est. Ça me permettait de me projeter sur quelque chose, puisque moi j'étais au théâtre tout le temps à ce moment-là, j'étais à la Comédie Française et je me suis dit, ah, c'est génial, je vais pouvoir parler un petit peu plus quotidiennement et jouer des choses que je n'ai pas la chance de tourner moi-même. Et le soir, étant sur du Molière ou du Racine, ça me permettait d'avoir quelque chose de très concret à jouer et je me régalais avec ça. La Comédie Française, elle voyait pas ça d'un mauvais œil, d'en plus faire du doublage? Je suis pas sûr. C'est de la même façon que le doublage a toujours été déconsidéré un petit peu. C'est en effet pas, à mon avis, la chose ils ont pu m'en vouloir. Mais il y a aussi beaucoup de jalousie dans ce genre de choses. Il y a aussi beaucoup de gens qui se disent oui, d'accord, bon, regarde ce qu'il fait. Mais en même temps, j'aimerais bien le faire parce que ça m'amuserait aussi. Ok. Je sais plus, quelqu'un a levé la main? Ouais. Bonjour France, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Une question, dans vos travaux de doublage, est-ce que c'est toujours carré ou on vous laisse une part d'improvisation? C'est toujours en général. Enfin, tu as un texte en général en doublage, donc c'est juste de l'adaptation. Il y a une adaptation qui est faite, donc tu n'as pas de véritable liberté. Tu ne réinventes pas le produit, tu le doubles. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'on a, avec le directeur artistique qui est sur le plateau,
Quand on sent que quelque chose n'a pas le même sens en anglais qu'en français, on essaye d'améliorer pour la compréhension. Et on a une liberté donc de changer un mot, une phrase, pour donner plus de sens et que ça corresponde plus à la culture française. Mais en général, tout est effectivement, c'est un petit peu que c'est une partition de musique. Donc tu n'as pas une énorme liberté parce que le comédien, lui, à l'écran, il faut que ça rentre dans l'image, comme on dit, et tu ne peux pas te permettre de le dépasser, ni dans la pensée, ni dans la gestuelle. Donc tu es tenu à un texte qui a été écrit pour lui, et tu joues ce texte. Merci. De rien. Bonjour, je me demandais justement, vous parliez du fait que même sur un seul film, vous allez travailler peut-être 2 jours, 3 jours. Est-ce que vous arrivez à quantifier le nombre de projets sur lesquels vous travaillez en une année, par exemple? Parce que j'imagine que ça doit être conséquent. Je ne me suis jamais posé la question, personnellement, parce qu'il y a quelquefois des projets où on vient pour 1 heure ou 2 simplement, et puis d'autres où on est là sur le rôle principal, donc il y a un mix général, mais je ne sais pas. Pareil pour moi, je n'ai jamais pu quantifier, parce que ça ne m'intéresse pas en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de le faire. Ouais. Et puis après... Mais il y a sûrement des choses que vous avez doublées, que vous avez complètement oubliées. Ah, Vous c'est pouvez sûr. voir un film passer à la télé et vous dire mais c'est ma voix. C'est sûr. Ah ouais. Un téléfilm de Noël, un truc Ouais. qu'on a fait il y a 10 ans ou 15 ans, tout d'un coup, ça vous saute aux oreilles. Mais c'est moi. Oui, ça arrive. C'est drôle. Est-ce que quelqu'un a une... Oui. Bonjour à vous, c'est Yasmine. Oh. Bonjour. Bonjour Yasmine. Une question pour nos invités d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un rôle ou un comédien que vous aimeriez bien jouer? Enfin, vous avez connaissance de vos capacités et de votre voix. Et du coup, est-ce que vous avez un rôle dans un film ou un comédien que vous rêveriez de doubler? On m'a souvent posé cette question et moi, il y en a un que j'aime beaucoup qui est Robert Downey Jr., que double magnifiquement Bernard Gabet. Et c'est un des comédiens que j'aurais bien aimé accompagner, par exemple. Ouais. Oui, moi c'est pareil pour Denzel Washington, parce que je trouve que c'est un formidable acteur. Il a apporté vraiment beaucoup à ce métier. Et ça me ferait plaisir. Mais il est tellement bien doublé par mes camarades. Ils sont 2, je crois, à se le partager d'ailleurs. Mais ça fait partie des acteurs, oui, que j'aurais aimé doubler un jour. Ouais. Merci. Et des licences, ou peut-être un héros que vous auriez aimé, je sais pas, quelque chose, une BD que vous lisiez enfant ou un truc comme ça que vous auriez aimé doubler. Ah, moi, j'aurais adoré doubler James West dans Les Mystères de l'Ouest. Oui, oh oui, bien sûr, avec Gordon, bien sûr. Ouais. Ça, j'aurais kiffé. Je sais pas si ça parle à beaucoup de personnes ici, mais non, les gens moins nés de dans les 20 années ans ne 70, peuvent pas oui. connaître. Oui. Oui, non, j'en ai pas, j'en ai eu des tonnes en fait. Il y en a trop. Ouais, trop parce que comme j'ai souvent tendance à le dire, je suis pas tout seul dans ma tête. Donc voilà. Donc j'aurais aimé doubler énormément de choses. Très bien. Une autre question? Oui. J'arrive. Bonjour, ma Bonjour. question c'est quand vous doublez justement des films, parce que dans la culture pop, on a tendance à revoir les films qui nous plaisent et vous avez tourné quand même des choses importantes. Donc savoir si vous arriviez à revoir ces films-là, mais comme c'est votre voix, est-ce que ça vous coupe pas par rapport à ça? Je pense que vous tourniez peut-être plus sur de la VO. Donc c'était un peu ma question par rapport à l'œuvre que vous avez doublée. Et si vous arriviez à la voir comme nous, on va la voir en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui. Moi, Oui, est-ce qu'il y a toujours le plaisir de voir une œuvre, même si c'est votre voix? Personnellement, je vois très peu de choses que je fais. Je regarde très peu de films sur lesquels j'ai travaillé parce que je suis extrêmement critique avec moi-même. Donc c'est assez insupportable parce que j'aurais toujours envie de dire « Ah bah non, là t'aurais dû faire ça, ah bah non, là t'es en dessous », enfin voilà. Donc je regarde très peu de choses, sauf de très très grands films où j'ai pas de rôle très important. Et donc je vais pas
Je vais pas être distrait et choqué par ma voix, mais je revois peu les produits sur lesquels je travaille, pour être très honnête, à part quelques très grandes œuvres, mais qui sont des œuvres majeures et où j'arrive à m'oublier un petit peu. Mais sinon, je ne regarde pas ce que je fais. Je vous laisse le faire. Alors, moi, ça m'est arrivé parce que mes enfants petits regardaient en VF et donc je leur ai montré plusieurs films, dont par exemple la trilogie du Seigneur des Anneaux ou des choses comme ça auxquelles j'avais participé. Donc ça a été une occasion de réentendre ce que je faisais. Mais sinon, je ne regarde absolument pas les films que j'ai faits. Il y a tellement de choses à voir aujourd'hui, de nouveautés, de trucs que j'ai même pas le temps de me tenir au courant de tout. Et j'essaye le plus possible de découvrir de nouvelles choses plutôt que de revoir. Mais sinon, du coup, vous iriez plus vers la VO. À la VO, ouais, je vais pas au bureau le soir à la maison. C'est vrai quand même. Non, ça va. On ramène pas du travail à la maison. En plus, je veux dire, je connais tous mes camarades, donc je les reconnais. C'est compliqué pour moi de rentrer dans quelque chose et j'essaye d'apprendre moi ce que font les comédiens pour pouvoir ensuite travailler dessus. Donc je regarde le plus possible en VO. D'accord. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que c'est arrivé en étant fan d'un projet, d'un film ou d'un jeu, que vous ayez été spoilé plutôt, en doublant le produit? D'être déçu d'être sur un film ou sur un projet parce que vous aimiez la licence et vous avez appris trop de choses. En général, non, parce que quand on est fan, on est tellement heureux de participer à une aventure de ce style qu'on n'est jamais mécontent, non. Non, c'est rare. Moi, ça m'est jamais arrivé non plus. On n'est pas mécontent, au contraire. C'est un métier de passion, c'est un métier de partage, donc... Oui, j'arrive. Merci. Bonjour messieurs. Bonjour. Je voulais vous demander comment vous estimez que votre travail est bon. C'est-à-dire que je suppose que vous répétez plusieurs fois une scène en modifiant votre voix, en la jaugeant. Et comment vous vous dites, celle-là, c'est la bonne de séquence? Il y a un chef de plateau en général. Il y a un directeur artistique, en fait. Mais c'est pas comme le théâtre ou le cinéma, où on a la chance effectivement de pouvoir répéter. En général, on arrive sur un plateau, sur un plateau de doublage, dans un studio, et on découvre le texte. Et on découvre les scènes. Les scènes sont découpées, et on les voit une fois, deux fois, et c'est tout. Et on doit rentrer dedans. C'est un exercice effectivement pas évident, mais il faut apprendre à très vite comprendre et ressentir ce qui se passe à l'écran, et ensuite être capable de le restituer, mais on ne répète pas, ça prendrait malheureusement trop de temps. Donc, et aujourd'hui, dans notre métier, ce qui manque, c'est le temps. Donc on court après le temps, donc on découvre le matin, voilà, et on y va. C'est le temps parce que le temps, c'est de l'argent, ou c'est le temps parce qu'il y a trop de choses à faire? Non, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire 8 jours de doublage. Les studios laissent tant de jours pour doubler un épisode, parce que eux ils facturent ça à leurs clients, un jour de studio avec tant de comédiens, machin, etc. Ils ont une enveloppe. Si vous commencez à déborder, vous sortez du métier, on vous dit au revoir, merci beaucoup. Ok. Il reste 5 minutes, donc encore 2-3 questions. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous y avez peut-être déjà répondu au début de la conférence. Qu'est-ce qui fait qu'un comédien devienne la voix française d'un acteur? Ça se fait malgré nous. On ne décide pas ça. On a la chance déjà d'être mis sur un acteur, mais cet acteur peut avoir une carrière de merde ou alors devenir une star, mais vous ne le décidez pas au moment où ça se passe. Et ensuite, on vous remplace ou pas, il y a un autre comédien qui prend votre place ou pas. Et puis, à fur et à mesure, l'alchimie se fait entre cet acteur et les spectateurs qui sont plus ou moins habitués à une voix. Et aujourd'hui, ça devient très compliqué, justement parce qu'on a votre retour à travers Internet, les forums, à travers les commentaires, à droite, à gauche, ce qui fait que les voix appartiennent inconsciemment au visage, et il y a cette relation qui se fait. Même chez vous, parce que si demain vous entendez Idriss Elba avec une autre voix,
vous allez faire Ah, ça me gêne, qu'est-ce qui se passe, j'aime pas ce truc. Idem pour Brad Pitt et autres, si vous entendez une autre voix, tout d'un coup, vous allez vous dire, mais c'est pas lui, il y a un problème. Donc ça se fait malgré nous, en fait. On l'a vu avec le problème qu'il y a eu avec Friends au bout de la saison 8. Exactement. Beaucoup de gens ont compris ce que c'était de changer de voix de comédien. Aujourd'hui, ça ne pourrait plus arriver parce que Internet a pris le dessus et qu'il y aurait tellement de bruit, entre guillemets, et de bad buzz qu'ils reviendraient immédiatement en arrière. Mais à l'époque, bon, ils se permettaient de faire ça sous le... Oui, et on va pas reparler de la petite maison dans la prairie avec les épisodes qui nous ont diffusés avec Voilà. les voix canadiennes. Moi, j'étais outré personnellement, mais personne n'en a parlé sur Internet. Voilà. Une dernière question. Dernière. Hein. Bon, toi, parce que je te connais. Voilà. Merci à toi. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, on a parlé de Benoît Dupac tout à l'heure. Comment est-ce que vous abordez quand vous récupérez un rôle qui a été doublé, enfin, un personnage du coup, qui a été doublé par un autre comédien, comme par exemple Shadow ou Knuckles. Est-ce que vous abordez ça avec votre comédien VO ou vous essayez de respecter l'héritage du doubleur précédent, quoi? Alors, pour cette histoire de Shadow, puisque j'ai la chance de pouvoir doubler, c'est une chose très particulière, c'est que c'est Keanu Reeves qui le double en anglais. Et donc, ils se sont permis de modifier la voix originale de Shadow pour le film et uniquement pour le film parce que c'est Keanu Reeves. Et donc, ils m'ont demandé. Donc, moi, on en a parlé avec Benoît et il le comprend très bien. Et c'est pour ça uniquement que ça se fait. Mais demain, Benoît reprend toute la série et tous les dessins animés. De toute façon, ça n'a absolument rien à voir. Et en ce qui me concerne, Knuckles, c'était Idriss Elba, c'est Idriss Elba, et c'est la raison pour laquelle je suis arrivé sur le film. Voilà. Simplement. Eh bien, on peut remercier Jean-Pierre, Michael et Franz Confiac. On les applaudit. Vous pouvez les retrouver en dédicace cet après-midi, après le repas bien mérité. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon salon. Merci à vous.